Bonsoir à tous. Alors, je vais peut-être laisser s'installer les quelques personnes qui arrivent encore. Donc, en attendant, j'en profite pour remercier le président de l'université, Patrick Capolsini, de m'avoir donné la parole sur ce thème, le sexe et le droit, qui visiblement ne fait pas l'unanimité. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet, puisque c'est moi qui l'ai choisi ? Eh bien parce que le sexe, tel qu'il est appréhendé par le droit, semble être une source relativement inextinguible d'actualité tant journalistique que juridique. Donc, au plan local comme au plan national, voire international, pas une semaine ne semble se passer sans qu'il soit fait état de la commission d'une infraction de nature à caractère sexuel ou sans que la condition des personnes transgenres et des personnes homosexuelles ne soit dénoncée. Alors, plus proche de nous, peut-être y avez-vous assisté, il y a donc eu le FIFO, le Festival international du film documentaire océanien, qui démontre l'acuité du sujet des transgenres, puisque 2 films concouraient. Vous aviez Born This Way, ainsi que Les étoiles me suffisent d'Eliane Koller. Par la suite, on a également eu le festival TVVO, qui a été organisé par la compagnie du théâtre du Caméléon, au cours duquel le film Les Chatouilles, qui traitait de pédocriminalité, a été diffusé, de même que la pièce de théâtre. Donc voilà pour une perspective du sujet au plan journalistique en tout cas. Alors, je reviendrai plus tard, en tout cas, pour ce qui concerne les problématiques à caractère juridique. Évidemment, toute introduction commence par la définition des termes du sujet. Alors ici, je n'y déroge pas. Vous l'avez vu, je l'avais indiqué d'ores et déjà dans l'annonce, en tout cas dans le communiqué de presse relatif à la conférence. Je vais traiter le thème sous 2 axes différents. D'une part, il sera question du sexe à l'état civil et d'autre part de la sexualité. Donc, s'agissant du sexe, évidemment, c'est un organe génital, un élément du corps humain, mais c'est aussi, et c'est moins connu, un élément de l'état des personnes qui est spécifié dans l'acte de naissance à l'article 57 du Code civil. Je vous en lis les termes. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et je m'arrêterai là puisque c'est le seul alinéa qui va nous intéresser. La sexualité, quant à elle, relève évidemment de la sphère de l'intime. Et c'est une action, on peut définir ça comme une action qui doit mener à la jouissance ou à la reproduction et qui n'implique pas nécessairement l'intervention d'un tiers. Alors, ainsi que je vous l'indiquais, mes développements s'articuleront d'abord sur les liens qu'entretient le genre avec le droit, puis le genre avec la sexualité. Donc, premièrement, genre et droit. Donc, au plan conceptuel, on va pouvoir relever l'existence de ce qu'on appelle en droit une summa divisio, c'est-à-dire une division primaire et classique qui, alors je fais référence ici à la théorie de la binarité des genres. Alors, c'est pas moi qui vais vous en donner la définition, je l'ai extraite d'un ouvrage qui s'intitule « Introduction aux études sur le genre ». Le genre peut être appréhendé comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, hommes-femmes, et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées, masculin, féminin. En tout état de cause, le genre, c'est un concept qui va nous permettre de penser la construction sociale des sexes, ainsi que les effets de la distinction et de hiérarchisation qui l'accompagnent. Alors, je vais cependant nuancer mon propos, puisque cette distinction, cette summa divisio, tend à être remise en cause par un mouvement qu'on appelle, et que vous connaissez peut-être, le mouvement queer, c'est-à-dire un concept qui estime que le genre d'une personne ne doit pas être nécessairement lié à son anatomie. Alors, peut-être avez-vous visionné ce fameux extrait d'une émission française intitulée « Arrêt sur image », où un homme dit qu'il n'est pas, enfin en tout cas un homme, une personne physique, d'apparence masculine, et c'est là la différence,
répond au présentateur « Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Je suis non-binaire, c'est-à-dire ni masculin ni féminin. » Alors cette intervention, très raillée, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle est très évocatrice, à mon sens, de ce que dans notre société, nous avons une certaine difficulté à saisir les différentes nuances de l'identité de genre. Je l'ai déjà dit, le sexe est un élément d'identification et d'individualisation des personnes physiques. La conséquence de cette qualification, c'est de dire que puisque c'est un élément de l'état civil, les éléments de l'état civil étant par nature intangibles, indisponibles, en principe, ils ne sauraient être modifiés par le simple effet de la volonté. Alors, je fais une petite digression pour les non-juristes, ça me paraît être un petit point important. Donc, en première année, l'une des premières choses qui est apprise aux étudiants en droit, c'est ce qu'on appelle le syllogisme, c'est-à-dire un raisonnement qui consiste d'abord à donner une étiquette juridique à un acte ou à un fait, afin ensuite de déterminer les règles qui lui sont applicables. Donc ici, mon syllogisme était le suivant. Si c'est un élément de l'état civil, les éléments de l'état civil étant par nature intangibles, indisponibles, imprescriptibles et insaisissables, alors, normalement, le sexe n'a pas vocation à varier dans le temps. Pareillement, en principe, l'indisponibilité se retrouve en matière de corps humain. Ça signifie que, sauf acte à caractère thérapeutique, théoriquement, vous n'êtes pas en capacité de consentir à une atteinte à votre intégrité physique. Pourtant, vous connaissez beaucoup d'exceptions à ce principe, que sont notamment les tatouages, la chirurgie esthétique, les piercings, etc. Et donc, le changement de sexe va rentrer dans cette catégorie. Alors, vous l'avez compris, j'essaye d'introduire ici la question du transsexualisme et celle inhérente, c'est-à-dire le changement de sexe à l'état civil. À ne pas confondre donc avec l'intersexualité. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est l'intersexualité pour que la différence soit nette avec le transsexualisme. L'intersexualité, c'est lorsque un individu souffre, on va dire, mais le terme n'est pas idoine, d'une ambiguïté sexuelle. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, ça signifie que les organes génitaux sont difficiles à définir, que certains sont parfois atrophiés, et qu'en tout état de cause, il est impossible de classer ces personnes comme hommes ou comme femmes, selon les standards habituels. Je vais vous donner un exemple concret. C'est le cas d'une personne avec ce qu'on appelle un vagin rudimentaire, parfois dépourvu d'utérus, ou c'est ce qui va être le cas d'un micropénis sans testicules. Et il se peut, et c'est le cas de l'hermaphrodisme, qu'une personne, à sa naissance, soit intersexuée, c'est-à-dire qu'elle soit concomitamment dotée des deux organes, alors à un état plus ou moins développé. Alors, puisque, en droit français, nous retenons le système que je vous ai indiqué, c'est-à-dire celui de la binarité des genres. Vous êtes nécessairement assigné à votre naissance à un sexe féminin ou à un sexe masculin. Quid des personnes qu'on qualifie d'intersexes? Donc, je vais vous faire état de quelques problématiques qui sont liées à cette intersexualité. La première, c'est qu'il revient, puisqu'il y a un vide législatif à cet égard, il revient aux parents de prendre conjointement la décision avec le corps médical de trancher au sens propre, parfois aussi au sens figuré. Alors c'est évidemment problématique, puisque ça n'est d'une part pas respectueux du respect de l'intégrité physique du nourrisson, et d'autre part parce qu'il se peut très bien que du coup, on arrive à une situation de transsexualisme qui soit provoquée, c'est-à-dire que le choix qui a été fait ab initio, à la naissance, n'a pas été le bon. Et la personne, du coup, le sexe qui lui aura été assigné à la naissance, se sentira appartenir de l'autre sexe. Et là, par contre, effectivement, il y a un pont
entre l'intersexualité et le transsexualisme. Ensuite, il y a un certain nombre de problématiques que j'ai questionnées, ou en tout cas auxquelles je me suis intéressée, notamment en matière sportive ou en matière carcérale. Alors, j'étais étonnée, j'avoue que sans avoir préparé cette conférence, je ne connaissais pas du tout ces éléments. Il s'avère qu'en matière sportive, on délivrait des certificats de féminité. Alors peut-être avez-vous à l'esprit d'ores et déjà certains athlètes ou certaines athlètes, en l'occurrence, dont on peut se demander, au vu de leur développement physique, si elles sont bien dans la bonne catégorie. Je pense notamment, sans vouloir lui faire offense, à Serena Williams. Et donc avant elle, il y a eu un cas très particulier, c'est l'affaire Caster-Semenya. Donc c'est une coureuse qui avait remporté le titre du 800 mètres féminin lors des championnats du monde d'athlétisme de Berlin. Ses examens sanguins, chromosomiques et gynécologiques avaient démontré que cette athlète présentait des organes sexuels à la fois féminins et masculins. Alors que fait-on dans cette hypothèse? Alors c'est un petit peu, elle, en l'occurrence, sur le moment, elle a été interdite de compétition. Donc ensuite, si elle perd, on va dire, ses organes génitaux secondaires, en l'occurrence, elle avait des testicules à l'intérieur, donc à partir du moment où il y a une ablation, ça ne pose plus guère de problème. En tout cas, une chercheuse s'est penchée sur cette question du certificat et ce qu'on peut également appeler le passeport de féminité. Il s'agit d'Anaïs Beauhuon, qui est maître de conférence en STAPS et qui décrit un petit peu ce système. Je vous lis sa réflexion que j'ai trouvée pertinente, en termes de discrimination, j'entends. Un cœur qui bat très lentement. Des pieds très grands pour la natation, une très grande taille pour le saut en longueur, les avantages et les désavantages naturels existent. On ne questionne pas de la même façon la production naturelle de testostérone d'un sportif homme, qui pourrait largement dépasser celle de ses concurrents, commente l'auteur de l'ouvrage, le test de féminité dans les compétitions sportives. Et le titre était relativement intéressant, une histoire classée X, parce qu'évidemment c'est un système qu'elle critique. Vous comprenez bien pourquoi. Puisqu'une fois qu'on a déterminé que la tête en question était intersexuée, il peut sembler tout aussi inique de la faire concourir avec les hommes, puisqu'elle a également certains éléments qui l'apparentent à l'identité de genre féminin. Alors, quelques données chiffrées pour l'intersexuation, pour qu'on sache quelle est un petit peu l'ampleur de ce phénomène. D'après la chercheuse en biologie Anne Fausto-Sterling, ça représente environ 1,7% de la population mondiale, et selon France Info, en France, c'est un enfant sur 100 000 qui naîtrait intersexué. Alors ça peut sembler dérisoire, mais néanmoins les personnes concernées sont réellement en souffrance, notamment quand elles ont subi une opération chirurgicale à la naissance qui a conduit à une assignation sexuelle qu'elles ne jugent pas forcément très opportune. À distinguer donc, phénomène qui est à distinguer du transsexualisme. Alors au final, on peut, si je devais articuler mon propos, d'une part, je dirais que la binarité des sexes, c'est une binarité qui est évolutive. Alors, pourquoi je reste sur la binarité? Parce qu'il y a un nécessaire rattachement initial de la personne physique à un genre. Alors, ça résulte de plusieurs solutions jurisprudentielles successives. Je vais vous en citer deux. On a d'abord un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 janvier 1974, en vertu duquel tout individu, même s'il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l'un des sexes féminin ou masculin. Et pareillement, et de façon beaucoup plus récente, la première chambre civile de la Cour de cassation, donc pour les non-juristes, petite digression à nouveau, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction judiciaire de France. Donc celle-ci a considéré, je vous lis l'attendu, la loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l'état civil l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin.
Donc on en revient bien à l'idée que j'avais dégagée, à savoir le caractère impératif du rattachement à l'un des deux sexes. Attendu que si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors Quesaco, cet article 8 traite du droit au respect à la vie privée et familiale. La dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'il est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur, que la reconnaissance par le juge d'un sexe neutre aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes. Petit élément de droit comparé qui prouve que notre système n'est pas un système unique, c'est pas ce que je voulais dire, mais que le système que l'on a retenu, c'est un choix, certes, mais qui n'est pas nécessairement partagé par tous les États. C'est notamment le cas de l'Allemagne, qui, donc, dès le 1er septembre 2013, avait autorisé à ne pas cocher ni féminin ni masculin sur un acte de naissance. Alors attention, elle n'avait pas non plus prévu de troisième case. Simplement, elle autorisait à ne pas cocher. Et elle est allée plus loin, puisque le Bundestag a adopté le 13 décembre 2018 un projet de loi qui reconnaît cette fois explicitement un troisième sexe. Alors, à mon sens, le choix retenu est un petit peu décevant, puisqu'elle permet de cocher la catégorie divers. Ça fait un peu une catégorie quand même fourre-tout. On aurait peut-être pu préférer sexe neutre ou intersexe. Donc, pour conclure mes premiers développements, je citerai une chercheuse qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et je ferai grâce de lui citer son nom parce que je vais nécessairement l'écorcher. Donc, l'ambiguïté du sexe est niée en droit par l'assignation d'un sexe légal qui ne peut être que masculin ou féminin et supprimée en fait par la conformation médicale des corps mixtes. Pourquoi parle-t-elle de conformation médicale des corps mixtes? Puisque, comme je vous l'ai expliqué, un enfant ne sera pas laissé hermaphrodite. Nécessairement, il se verra assigner un sexe non seulement juridique, mais aussi un sexe physique. Alors, la question du transsexualisme, ça décrit un phénomène que je qualifierais de libéralisation du changement de sexe à l'état civil. Il faut que je commence par vous exposer les enjeux du débat en matière de transsexualisme. Pour vous dire que le législateur est tout d'abord intervenu très tardivement sur la question. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, deux règles s'affrontent et qui évidemment ne laissent que peu de place à un compromis. D'abord, nous avons l'intangibilité des éléments de l'état civil, ainsi que je vous l'expliquais, qui est un facteur de sécurité juridique, mais également, on a la nécessité de protéger la vie privée et la vie familiale de la personne transsexuelle, notamment garantie par l'article 9 du Code civil, mais également par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont je vous ai déjà parlé. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas laisser le sexe figé dans le marbre tout au long de la vie de la personne transsexuelle, tout en respectant sa vie privée, ou en tout cas sa conviction intime, puisque c'est ainsi qu'on peut définir le syndrome du transsexualisme, sa conviction intime d'appartenir à l'autre sexe que celui qui lui a été assigné à l'état civil. Alors, quel a été le parti qui a été pris par la jurisprudence dans un premier temps? Alors, qu'est-ce que la jurisprudence? C'est l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par les juridictions à un moment donné sur un thème donné. Donc, la solution avait été dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière, c'est la formation la plus solennelle. Donc, elle avait décidé qu'il fallait que la personne puisse prouver qu'elle réunissait une série de conditions que je vais vous citer. Tout d'abord, elle devait avoir eu recours à un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique. Pourquoi but thérapeutique? Parce qu'il fallait préalablement
qu'elle se soumette à une expertise psychiatrique qui allait prouver qu'elle était atteinte de ce qu'on appelle le syndrome du transsexualisme que j'ai précédemment défini. Donc, premièrement, elle est atteinte du syndrome du transsexualisme. Deuxièmement, elle a subi un traitement médico-chirurgical. Problème, c'est que ce traitement chirurgical va aboutir évidemment à la stérilité de la personne, ce qui, une fois encore, est attentatoire au droit, au respect à une vie familiale normale. Ensuite, elle devait avoir pris l'apparence du sexe qu'on appelle le sexe d'intention, c'est-à-dire le sexe qu'elle revendique. Et elle devait enfin avoir adopté un comportement social conforme à ce sexe. Cependant, pour la raison que j'ai précédemment invoquée, c'est-à-dire l'atteinte au droit à la vie familiale normale du fait de la stérilité, puisqu'il y avait une exigence d'irréversibilité du changement de sexe, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de cette jurisprudence. Donc c'est un arrêt Garçon et Nico contre France. Le législateur est donc intervenu pour rectifier le tir par une loi du 18 novembre 2016, c'est une loi de modernisation de la justice, qui cette fois a donc exclu le caractère irréversible du changement de sexe, qui induisait donc une stérilisation. L'article, désormais, les conditions dans lesquelles il est possible qu'une personne puisse changer de sexe à l'état civil ont été posées par l'article 61-5 du Code civil. Je vous le lis. Toute personne majeure ou mineure émancipée, donc vous l'avez compris, ça exclut les personnes mineures non émancipées, il faudra qu'elles attendent, qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits sont: elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel, ou bien elle a d'ores et déjà obtenu un changement de prénom. Alors je précise que ces conditions ne sont pas des conditions limitatives, il y a d'autres indices possibles, mais en tout cas, évidemment, si elle remplit ces conditions-là, ça favorisera ses chances de succès. À ce sujet, et puisque nous sommes dans le domaine universitaire, j'ai eu connaissance de ce que la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé le 29 mars, donc c'est une information qui est relativement fraîche, une chose qui existe déjà ici, en fait, c'est-à-dire la nécessité d'accepter qu'une personne qui se sent appartenir à l'autre sexe puisse utiliser le prénom qu'elle souhaite, le prénom d'usage. Alors évidemment, comme je vous l'indiquais, en ce qui nous concerne, c'était d'ores et déjà le cas ici, ou en tout cas c'était ma pratique professionnelle. Alors, quelles sont les modalités pratiques de ce changement de sexe à l'état civil? Je vous ai dit quelles étaient les conditions. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Vous avez dans votre entourage une personne qui souhaite entamer ces démarches. Qu'est-ce que vous allez lui dire au sortir de cette conférence? Eh bien, ces conditions sont régies par l'article 1055-5 du Code de procédure civile. Cette demande doit être présentée au tribunal de grande instance. Lequel? Alors, soit celui du domicile de la personne, soit celui où son acte, le tribunal de grande instance, du lieu où son acte de naissance a été dressé ou transcrit. Alors, quelle forme doit présenter la demande? C'est une demande qui est présentée sous forme de requête, c'est donc une procédure gracieuse, mais sur laquelle le ministère public sera amené à se prononcer. Et la bonne nouvelle, c'est que le ministère d'avocat, c'est-à-dire la représentation par avocat, n'est pas obligatoire, ce qui évidemment intègre une problématique de coût, et qui en seront donc dispensés. Ensuite, par souci de respect de la vie privée, l'affaire sera à la fois instruite, mais aussi débattue en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence du public.
Vous le savez, la justice est rendue au nom du peuple français. Théoriquement, c'est donc en présence du public que les décisions de justice sont rendues. Ce n'est pas le cas d'une décision qui va statuer sur la possibilité ou pas de changer de sexe à l'état civil. Et on le comprend très bien. Ensuite, quels sont les effets qui sont produits par ce changement de sexe ? Eh bien, évidemment, les mentions de son sexe et éventuellement, si elle l'a demandé, le prénom seront modifiés sur son acte de naissance, mais pas seulement. En principe, le prénom sera également modifié sur les actes de l'état civil, donc éventuellement acte de mariage, contrat de Pacs, mais également les actes de naissance de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle il est impératif, pour ce faire, d'avoir l'autorisation des personnes concernées, puisque cette fois, ce serait attentatoire à leur vie privée si un changement intervenait en dehors de leur volonté. Alors, ce changement de sexe a un effet constitutif et non un effet déclaratif, je m'explique. C'est-à-dire qu'il produira des effets pour l'avenir. Ça ne remet aucunement en cause les actes passés. Et notamment, si la personne a eu des enfants antérieurement, ça ne changera pas le lien de filiation existant, la nature du lien de filiation qui existe entre cette personne et son premier enfant. Si c'était un homme au moment où son enfant est né et que ce sera donc une filiation paternelle qui va demeurer, et réciproquement pour l'inverse. Alors ça donnera lieu à la naissance d'un nouveau livret de famille contre remise du précédent. Le principe, c'est l'absence d'effet sur les unions en cours, puisque avant la loi du 17 mai 2013, qui a rendu licite, possible en tout cas, le mariage entre personnes de même sexe, le changement de sexe à l'état civil induisait forcément la dissolution du lien matrimonial, puisque deux personnes de même sexe ne pouvaient pas être mariées. Donc c'est depuis cette loi qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe que ça n'a aucune incidence, en principe du moins, sur les unions en cours. Alors je réserve toutefois l'hypothèse dans laquelle le conjoint ou le partenaire pacsé se sentirait trahi et considérerait qu'il y aurait eu erreur sur la personne. Puisqu'à ce moment-là, c'est une cause d'annulation du mariage. Et l'hypothèse également dans laquelle elle pourrait considérer que c'est une faute qui donnerait lieu à divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Bon, j'aurais un peu de mal à envisager les circonstances dans lesquelles un changement de sexe pourrait être qualifié de fautif et donnerait lieu au prononcé d'un divorce pour faute. Néanmoins, j'évoque quand même cette éventualité. Alors, le droit, s'agissant du genre, c'est également un instrument de lutte contre les discriminations qui sont fondées sur le genre. Alors la première observation, c'est évidemment que l'égalité homme-femme, c'est un leitmotiv. La parité homme-femme, c'est réellement un leitmotiv, à tel point qu'elle a été déclarée grande cause du quinquennat. Alors au plan culturel, si j'ose dire, chacun ses références, on notera une intervention assez cocasse de Blanche Gardin lors du discours qu'elle a tenu lors de la 30e nuit des Molières. Je vous la cite. « Je suis la seule femme nommée, l'année de l'affaire Weinstein, c'est l'histoire de ma vie, ça. Le jour où je gagne un prix, il n'a aucune valeur. J'ai l'impression d'être un rebeu du 93 qui vient d'être admis à Sciences Po. » Alors pourquoi je vous cite ça ? C'est parce qu'évidemment, il y a réellement une lutte pour l'égalité homme-femme qui parfois va aboutir à ce qu'on appelle de la discrimination positive. Alors je vais vous donner quelques repères. Alors tout d'abord, il existe un secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Donc c'est Marlène Schiappa qui est secrétaire. Vous avez également le 8 mars, vous n'y avez pas échappé, c'était non pas la journée de la femme où vous avez une culotte achetée, une culotte gratuite, mais la journée internationale du droit des femmes. Et plus précisément, c'est en 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale des femmes le 8 mars. Je ne le savais pas, donc merci de m'avoir permis de faire ces recherches. Et évidemment, nous avons ce qui se passe actuellement, les débats qui entourent ce qu'on appelle l'écriture inclusive, également appelée écriture non sexiste ou dégenrée. Quelques dates marquantes maintenant.
l'ordonnance du général de Gaulle du 21 avril 1944, grâce à laquelle nous avons eu le droit de vote, mais également l'article, la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Alors, pour ce qui concerne mon domaine de recherche plus particulièrement, et j'en ai peut-être déjà parlé à mes étudiants, puisque certains sont là, c'est la loi du 13 juillet 1965 par laquelle les femmes mariées ont, été autorisées à travailler sans l'autorisation de leur mari, mais aussi à ouvrir un compte bancaire. Ensuite, et c'est moins connu, nous avons la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui a été modifiée par la suite avec la loi du 17 mai 2013. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant pour la parité homme-femme? Eh bien, parce qu'elle a permis la disparition du patronyme pater-père, d'accord, par le nom de famille, qui donc est un terme neutre, qui va désigner tantôt le nom de la mère, tantôt le nom du père, puisque cela change les termes de la dévolution du nom à l'état civil. Et il y a également une bilatéralisation du nom d'usage, et c'est très peu connu, j'en suis assez surprise, je dois dire, c'est que lorsque vous vous mariez, certes, la femme mariée peut prendre le nom du mari à titre d'usage si elle le souhaite, mais l'inverse est également vrai. Et enfin, et ça n'est pas un petit changement pour les juristes, nous avons assisté à la disparition en catimini de l'expression « bon père de famille » au profit d'hommes raisonnables ou diligents. Alors, la question que je me suis posée, c'est bien sûr vers une égalité des genres. Alors, une égalité des genres pris au sens large, puisque ce n'est pas seulement la parité homme-femme, c'est également l'égalité entre tous les genres, en ce compris ceux qui aujourd'hui n'existent pas. Vous l'avez compris lors de mes développements sur l'intersexualité. La première chose qu'on va constater, c'est bien évidemment la prohibition par le droit des discriminations qui sont fondées sur le genre. Alors, quels sont les fondements juridiques de cette interdiction des discriminations basées sur l'appartenance à un genre? Nous avons tout d'abord l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi l'article 21.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en droit purement interne, en droit français, nous avons l'article 225.1 du Code pénal, dont je vous lis les premières dispositions. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur sexe. Donc, cela signifie qu'un traitement discriminatoire aboutira au prononcé d'une sanction pénale. Alors, jusqu'à présent, maintenant on va vraiment interroger, on sait que dans l'absolu, la discrimination c'est interdit lorsqu'elle est fondée sur le genre, très bien. Mais jusqu'à un passé quand même relativement récent, puisque ce n'est que le 17 mai 2013 que le mariage a été ouvert aux personnes de même sexe, il y avait bel et bien une discrimination, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une discrimination? Attention, toute différence de traitement n'est pas discriminatoire. Une différence de traitement n'est discriminatoire que si elle n'est pas fondée si elle ne repose pas sur ce qu'on appelle un juste motif, si elle n'est pas légitime. Donc, première chose, on constate cela. Ensuite, qu'en est-il du droit à la parentalité des personnes, des couples composés de personnes de même sexe, mais aussi des personnes transgenres? Et on peut se poser la question. Eh bien, le journal Libération, le 31 mars dernier, a révélé l'existence d'une pratique imputable au service de l'adoption du département de Seine-Maritime qui consiste à associer à un couple homosexuel un enfant dit atypique. Qu'est-ce qu'un enfant atypique? C'est un enfant soit handicapé, soit un enfant malade. Donc, si vous étiez un couple composé de personnes de même sexe, voilà la possibilité qui vous était offerte, a priori à l'exclusion de tout autre. Donc on constate que, certes, il y a une bonne déclaration d'intention, mais que dans les faits,
eh bien, elle n'est pas toujours suivie. Alors évidemment, ne vous méprenez pas, ça a donné lieu à l'ouverture d'une instruction et il y aura sanction puisque ça n'est évidemment pas autorisé. Néanmoins, je tiens quand même à exposer 2 petites décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Le principe reste évidemment celui de l'absence de prise en considération de l'orientation sexuelle d'un parent dans le choix de l'attribution de l'autorité parentale. Donc au moment où 2 parents se séparent, vient le moment pour le juge aux affaires familiales de choisir l'un des parents. Soit ils auront la garde alternée, auquel cas il n'y a pas de choix, mais il se peut aussi que l'un seul des parents se voit confier l'autorité, alors pas l'autorité parentale, l'exercice reste conjoint, mais le droit de garde, et l'autre, par défaut, a donc un droit de visite et d'hébergement. Eh bien, il apparaît que, là encore, il n'est pas rare que l'orientation sexuelle de l'un des parents, si elle a potentiellement pu changer, soit prise en considération dans le choix de l'attribution du droit de garde de l'enfant. Alors, théoriquement, c'est interdit. Sur ce point, nous avons un arrêt de la CEDH du 21 novembre 1999, mais il y a également un autre arrêt qui le contredit, qui a été rendu le 30 novembre 2010. Ensuite, quid, toujours s'agissant du droit à la parentalité des personnes, des couples composés de personnes de même sexe ou des personnes transgenres, il faut savoir que le recours à la procréation médicalement assistée leur est pour l'heure, et j'insiste sur le pour l'heure puisque c'était une promesse présidentielle d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes. Donc pour l'heure, le recours à l'assistance médicale à la procréation est réservé aux couples hétérosexuels puisqu'il faut qu'ils établissent une stérilité, qu'il soit une stérilité d'origine médicale. Cependant, nous avons un arrêt rendu par le Conseil d'État le 28 septembre 2018 qui a statué sur le fait que, pour lui, exclure les couples de femmes n'était pas discriminatoire, donc exclure les couples de femmes du bénéfice de l'assistance médicale à la procréation n'était pas discriminatoire. Dès lors, on comprend donc que la tentation est grande pour ces couples de succomber à ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est un terme usité, le tourisme procréatif, c'est-à-dire le fait d'aller à l'étranger, là où les conditions de recours à la PMA rendent possible la paternité et la maternité pour les couples composés de personnes de même sexe, ou bien même ça va plus loin, puisqu'il y a des États dans lesquels la gestation pour autrui est légale. Or, la France, depuis une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, est tenue de reconnaître le lien de filiation existant entre le parent d'intention dès lors qu'il est le père biologique de l'enfant. Alors évidemment, ça ne fonctionnera pas si c'est 2 femmes. En revanche, ça peut donc tout à fait fonctionner s'il y a un homme. Alors pourquoi je dis que ça ne fonctionne pas si c'est 2 femmes? Parce qu'en droit français, la mère est celle qui accouche, donc quand bien même la mère aurait donné son ovule pour la fécondation de l'enfant, elle ne sera jamais reconnue comme mère biologique au sens du droit français. Donc la question qui se pose maintenant, c'est celle de la reconnaissance ou de la consécration du statut de parent biologique. Donc on l'a vu, l'amendement au projet de loi Blanquet pour une école de la confiance qui proposait parent 1, parent 2 n'a pas vraiment convaincu. En revanche, ce qu'il faut relever, et évidemment ça n'a pas fait l'objet d'une publicité très importante, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2018 qui, lui, a consacré la qualification de parent biologique. Alors je m'explique, il s'agissait d'un couple initialement hétérosexuel, mais l'un des membres du couple a procédé à un changement de sexe à l'état civil, et vous le savez, puisque maintenant le changement de sexe n'est plus subordonné par la stérilisation, eh bien ces 2 femmes ont pu ensemble concevoir biologiquement un enfant. Sauf que la personne ayant changé de sexe voulait être qualifiée de mère, et non pas de père, puisque si elle était père, ça rendrait public son changement de sexe. C'est la raison pour laquelle elle a procédé à une reconnaissance prénatale, et évidemment, ça n'a pas fonctionné, le ministère public s'y est opposé.
Donc les termes du débat étaient les suivants. Si on considère qu'elle doit adopter cet enfant, sachant qu'il y avait d'autres enfants préexistants, eh bien ça ne le mettait pas sur un pied d'égalité avec ses frères et sœurs, puisqu'il aurait été un enfant adopté alors que les autres étaient des enfants légitimes, enfin, même si cette terminologie maintenant est passée, est même interdite. Et par ailleurs, ça posait aussi la question du respect de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant étant bien évidemment de voir un lien de filiation établi à l'égard de ce parent, fût-il transsexuel. Et pour ne pas lui préjudicier, c'est donc l'option de la qualification de parent biologique, neutre, donc, qui a été retenue. J'entame donc la seconde partie, qui est celle, à mon avis, que vous aviez compris le plus facilement au regard du titre que j'avais retenu, c'est-à-dire celle de la sexualité et du droit. Alors, à mon sens, les rapports que le droit entretient avec la sexualité sont de deux ordres. D'abord, on assiste à une libéralisation des mœurs avec la reconnaissance d'un pluralisme des orientations sexuelles, dont le respect est garanti par le droit. Mais, d'autre part, la loi constitue également une source d'encadrement de la sexualité, et elle vient donc limiter cette liberté sexuelle. Alors vous le savez, je m'attache toujours à faire un lien avec l'actualité. Ici, au plan de l'actualité journalistique, il ne vous aura certainement pas échappé que l'acteur George Clooney a appelé au boycott d'une chaîne d'hôtels de luxe après que le sultanat de Brunei, c'est-à-dire un riche État pétrolier d'Asie du Sud-Est, dans lequel la loi islamique a été progressivement instaurée depuis 2014, a décidé d'instaurer ni plus ni moins que la peine de mort par lapidation en cas d'homosexualité ou d'adultère. Au plan, cette fois, de l'actualité juridique, il y a plusieurs éléments à retenir. Un élément peut-être assez méconnu puisque c'est une actualité qui commence à remonter dans le temps. Il s'agit de la loi du 7 octobre 2016 pour la République numérique qui a pénalisé ce qu'on appelle le revenge porn. Alors je pense qu'on comprend très bien de quoi il s'agit. Il n'est pas rare aujourd'hui que les gens échangent soit des photographies, soit des vidéos à caractère soit érotique, soit pornographique avec leur conjoint, leur concubin, leur partenaire pacsé. Si ce n'est qu'au moment de la rupture, il arrive que l'un d'eux reste assez amer et décide donc de se servir de ces supports visuels à titre de représailles. Et c'est précisément le comportement que vise à pénaliser cette loi. Ensuite, et c'est un passé plus récent cette fois, la loi Schiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Alors selon moi, vous devriez peut-être au moins retenir 3 points de cette loi, mais qui sont, je pense, très connus. Tout d'abord, elle a abouti à l'allongement du délai de prescription pour les crimes à caractère sexuel commis sur les mineurs, qui est porté à 30 ans au lieu de 20. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ de ce délai de prescription, ce n'est évidemment pas la commission des faits. Imaginez qu'un enfant ait été victime de violences sexuelles à 5 ans, il serait totalement inique, étant donné qu'il ne peut pas agir jusqu'à ce qu'il soit majeur, en tout cas sans être représenté, voit le délai de prescription courir à compter de la commission des faits. Donc, gardez bien à l'esprit que ce délai court à compter de la majorité de la victime. Ensuite, à défaut d'avoir créé la présomption de non-consentement qui était attendue, eh bien, alors pour les mineurs, soit à l'époque il était question au moment des débats parlementaires de créer une présomption de non-consentement au profit des mineurs de 13 ou des mineurs de 15 ans, c'est-à-dire qu'un adulte, une personne majeure de plus de 18 ans, qui aurait eu des rapports sexuels avec un mineur de 13 ans ou de 15 ans, puisqu'on hésitait sur le seuil, ce serait nécessairement vu poursuivi pour viol, enfin ça dépend des actes qu'elle commet bien évidemment, ça peut aussi être une agression, mais en tous les cas, il n'y avait pas de possibilité pour elle de rapporter la preuve d'un consentement de la victime, c'était les faits attendus. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été retenu comme solution ? Eh bien, elle a voulu donc certes renforcer la lutte contre la pédocriminalité et pour ce faire, elle a facilité la preuve.
c'est-à-dire que la contrainte, qui est un élément constitutif de l'infraction de violence sur mineur, pourra être établie par la seule différence d'âge entre l'auteur de l'agression ou du viol et la victime. Et pareillement, la contrainte sera présumée au regard de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits a sur la victime. Et enfin, elle a créé l'infraction d'outrage sexiste qui vise à réprimer le harcèlement de rue avec toutes les questions de preuve que cela est susceptible de soulever. Alors, si je devais essayer de dégager ce que j'appellerais les principes directeurs du droit de la sexualité, même s'il n'en existe pas à ma connaissance, eh bien, j'invoquerai d'abord l'inviolabilité du corps humain, qui est un concept très connu du droit des personnes, mais aussi le concept européen de l'autonomie personnelle qui joue un rôle, nous allons le voir. Alors, qu'est-ce que l'inviolabilité du corps humain ? Et quels sont ses fondements légaux? Eh bien, c'est l'article 16-1 du Code civil qui dispose que chacun a droit au respect de son corps, que le corps humain est inviolable et que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Donc c'est le fondement de l'inviolabilité du corps humain. C'est ce qui justifie, et je l'évacue dès l'introduction, dès le chapeau introductif, la question de l'excision. D'accord ? L'excision est constitutive du délit de violence volontaire ayant entraîné une mutilation, et pareillement donc la castration. Alors, le droit est un instrument de libéralisation de la sexualité tout d'abord, parce que elle assure une protection de la liberté sexuelle. Alors, chose que j'ignorais également avant de préparer cette conférence, le magazine Tétu révèle qu'il existerait un panel de pas moins de 16 orientations sexuelles ou amoureuses. Donc, les principales d'entre elles, nous les connaissons tous. À mon avis, c'est l'hétérosexualité, l'homosexualité et la bisexualité. Je vais donc vous en révéler au moins 2 ou 3 autres. Nous avons également la sexualité, qui vise les personnes qui ne ressentent aucun désir sexuel pour les autres, ni pour elles-mêmes. La sapiosexualité, qui fait de l'intelligence un critère d'attractivité. La pansexualité, qui se définit cette fois comme l'attractivité physique et amoureuse, éprouvée à l'égard d'un individu indépendamment de son genre. Alors attention, à la différence de la bisexualité, la pansexualité va quant à elle inclure les personnes non binaires. Alors, évidemment, je ne me suis pas lancée dans les définitions de toutes les 16 possibilités. Je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, d'aller approfondir le sujet. Alors, comment est-ce que le droit est un instrument de libéralisation de la sexualité? Tout d'abord parce qu'il protège le consentement des partenaires. Le consentement des partenaires va être la condition sine qua non de la liberté sexuelle, donc, qui est une liberté fondée sur un consentement libre et éclairé. Qu'est-ce qu'un consentement libre? Un consentement libre, c'est en aucun cas un consentement qui aura été extorqué par la violence ou par la menace, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un consentement éclairé? Un consentement éclairé, c'est qu'il faut que les deux, ou plus d'ailleurs, ou d'autres protagonistes, ce n'est pas limitatif, sachent à quoi elles s'engagent, prennent conscience de la portée de leurs actes. Alors évidemment, dès lors qu'on pose la condition du consentement, on exclut de fait 2 possibilités. Tout d'abord, ça justifie l'interdiction de la nécrophilie. Évidemment, une personne physique, dès lors qu'elle est décédée, ne peut pas exprimer sa volonté. Et pareillement, ça exclut la zoophilie, quoique l'animal ait été reconnu comme un être vivant doué de sensibilité, il n'en est pas plus doté de la personnalité juridique et donc ne peut toujours pas consentir. Alors, si quelqu'un se prête à ce type d'acte, il faut savoir qu'évidemment, il peut être poursuivi au plan pénal. Le premier sur le fondement de l'atteinte à l'intégrité du cadavre et le second parce que ce sont des sévices graves ou des actes de cruauté envers les animaux. Alors, je vais vous parler d'une
peut-être d'une hypothèse qui paraît être une hypothèse d'école, mais qui malheureusement a trouvé un écho dans la réalité, c'est l'hypothèse de l'erreur sur la personne. Peut-être avez-vous entendu parler de ce sexagénaire niçois qui se faisait passer pour un jeune éphèbe en utilisant un scénario inspiré de 50 nuances de gré et qui a été poursuivi pour viol par surprise. Donc le concept, c'était de faire venir ses victimes à son domicile en leur bandant les yeux et surprise, quand elles enlevaient le bandeau, elles n'avaient pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment de conformité entre la personne avec laquelle elle pensait avoir eu un rapport et la personne avec qui elle l'avait effectivement eu, si bien qu'il a été poursuivi, évidemment, pour viol. Précision, le devoir conjugal n'implique pas systématiquement un consentement à l'acte sexuel, car si tel était le cas, il n'y aurait pas de viol entre époux. Donc, on peut considérer que ce consentement doit être un consentement réitéré au jour le jour. Et même plus, c'est que le fait pour un concubin, un partenaire pacsé ou un conjoint de se rendre coupable d'un viol ou d'une agression sexuelle sur la personne avec laquelle il est constitutif d'une circonstance aggravante. Donc non seulement ça ne l'exclut pas, mais ça aggrave la situation. Alors, donc, s'agissant de la pratique de l'excision, j'y reviens brièvement pour dire qu'en France, elle est pénalisée sur le fondement des articles 227-24-1 lorsque l'infraction a été tentée et sur le fondement de l'article 222-9 du Code pénal lorsqu'elle a été malheureusement consommée. Et que, évidemment, on ne transpose pas ce régime à... la pratique de la circoncision qui est quant à elle considérée comme une mesure de simple hygiène. Alors, portée grandissante, à mon sens, de la liberté sexuelle. Je m'explique. Tout d'abord parce que le droit fait primer l'autonomie personnelle sur l'indisponibilité du corps humain. Alors, de quoi je vais vous parler ici? Du passage d'une sexualité procréative à une sexualité récréative. Comment a-t-on pu arriver à cela? Eh bien, grâce à la licéité des moyens préventifs de contraception. Donc là, je fais référence, bien évidemment, à la loi Neuwirth, qui a été promulguée le 28 décembre 1967. Et mesdames, vous serez heureuses d'apprendre que très bientôt, a priori, les hommes pourront, à notre égal, prendre à leur tour une pilule contraceptive. Il y a également la licéité de la contraception curative. Je fais ici référence à la pilule du lendemain, mais également à la dépénalisation d'un certain nombre de cas d'interruption volontaire de grossesse. Et enfin, à la possibilité d'accoucher sous X en vertu de l'article 326 du Code civil. Je vous ferai observer qu'il n'existe pas de droit symétrique chez l'homme, puisque un homme qui serait un géniteur sans vraiment l'avoir voulu pourrait quant à lui se voir attraire devant les tribunaux par l'effet d'une action en recherche de paternité naturelle, et il pourrait être condamné, si jamais il refusait de se soumettre à un test génétique, à verser des subsides. Puisqu'évidemment, il n'irait pas de l'intérêt de l'enfant de devoir reconnaître un lien de paternité à l'égard d'un homme qui ne veut pas de lui. Donc le droit, et inversement, le droit a permis une procréation hors sexualité, c'est-à-dire, ou en tout cas l'établissement d'un lien de filiation hors la sexualité. Et je fais ici référence à la filiation adoptive et à l'assistance médicale à la procréation. Ensuite, primauté de l'autonomie personnelle sur la protection de l'intégrité physique. Normalement, en vertu de l'article 16.3 du Code civil, on vous dit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Mais eh bien, un arrêt KA et AD rendu par la première section de la Cour européenne des droits de l'homme en a décidé autrement, puisqu'elle a rendu licite les pratiques sadomasochistes. Donc, on fait donc primer le droit à la liberté sexuelle sur le droit à l'intégrité physique, qui normalement est indisponible.
Et enfin, prééminence de la liberté sexuelle sur le droit à la fidélité. Alors, je vous épargne les différentes étapes, mais sachez que normalement, en vertu de l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Mais que dans la pratique, la jurisprudence a décidé que l'adultère n'était plus une cause péremptoire de divorce, pouvant amener au prononcé d'un divorce pour faute, a rendu licite les libéralités consenties aux concubins adultères, a validé la convention conclue par le conjoint au mépris de son devoir légal de fidélité et a décidé, par un arrêt du 17 décembre 2017, je crois, qu'il n'y avait plus de contrariété entre l'adultère et les bonnes mœurs. Je vous lis l'attendu, qui vaut, à mon sens, le coup d'être lu. La sensibilité personnelle et subjective de la personne visée était un élément indifférent, car ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives. Or, aucune réprobation unanime ne serait plus attachée à l'adultère au soutien de cette affirmation. Donc elle explique que ça fait 40 ans maintenant que cet agissement n'est plus constitutif d'une infraction pénale et qu'un tel comportement n'est pas considéré comme contraire aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue. Conclusion, ainsi que le disait Antoine Loisel, en mariage, il trompe qui peut et promettre et tenir son dœud. Et enfin, l'encadrement corrélatif de la liberté sexuelle par le droit. Alors comment le droit, cette fois-ci, vient-il restreindre les possibles, le champ des possibles? D'abord, c'est lié au lieu. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous parler de quelques exemples que j'ai choisis. C'est un choix subjectif et nécessairement discrétionnaire. J'aurais pu en faire d'autres. Je vais vous parler de la sexualité ou de la sexualité, pour le coup, en détention. Le principe pour les personnes privées de liberté, c'est qu'elles sont également privées de vie sexuelle. Dès lors, en détention, normalement, ça n'est pas permis. Toutefois, vient aussi la nécessité contradictoire, en l'occurrence, de maintenir un lien familial. Or, vous le savez, il y a des visites qui sont rendues en parloir. C'est pourquoi, de fait, et parce qu'un surveillant pénitentiaire n'a pas le don d'ubiquité et ne peut pas être derrière chaque détenu, il se passait ce qu'on appelle des parloirs intimes. Si ce n'est que ces parloirs étaient évidemment contraires au respect de la dignité humaine, puisqu'ils avaient lieu en présence d'autres familles. C'est un open space, ce n'est pas séparé. Et c'est pourquoi ont été créées ce qui s'appelle les unités de vie familiale. Alors malheureusement, ça n'existe pas dans tous les centres pénitentiaires. En tout cas, là où ça existe, ce sont des appartements qui donnent la possibilité à la personne détenue de rencontrer sa famille pendant un délai qui peut atteindre jusqu'à 72 heures. Bon, de fait, au regard de la surpopulation carcérale et pour pouvoir satisfaire toutes les demandes, le délai est nécessairement raccourci. À défaut de ces unités de vie familiale, il y a parfois des salons familiaux dont les détenus peuvent bénéficier pour des plages horaires allant de 3 à 4 heures. Donc vous imaginez bien que dans ces lieux dédiés, à ce moment-là, la sexualité retrouve droit de cité. S'agissant de la prise en charge des délinquants sexuels, puisque c'est une question sur laquelle je me suis penchée, en allant à la rencontre tant du directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation que des directeurs de centres pénitentiaires qui officient ici, que ce soit à Tatoutou de Papéhari ou à Noutania. Donc la prise en charge, tout d'abord, c'est par les conseils pénitentiaires d'insertion et de probation qui, lorsqu'ils identifient un détenu qui présente une particulière dangerosité au regard du risque de récidive, leur proposent de participer à des ateliers de parole. Comment ça se concrétise? C'est 10 à 12 séances qui s'étalent sur une durée de 3 mois. Alors évidemment, il y a aussi la possibilité de suivre des traitements thérapeutiques et de voir un psychiatre. Mais le principe, c'est celui du consentement aux soins. Donc, dans l'hypothèse où la personne, à l'issue de l'exécution de sa peine privative de liberté ou avant cela, si jamais elle a bénéficié d'une remise de peine,
présenterait toujours cette dangerosité. Il y a un dispositif qui n'est pas mis en place dans les faits vraisemblablement, en tout cas au regard des retours que j'ai pu avoir, qui s'appelle la rétention de sûreté. Et sinon, si la personne a bénéficié d'aménagement de peine, il sera toujours possible de la placer sous contrôle judiciaire, à l'extérieur. Ensuite, évidemment, il y a l'interdiction d'avoir, toujours les restrictions tenant au lieu, l'interdiction d'avoir des rapports sexuels dans les lieux publics. Ensuite, il y a des restrictions qui tiennent aux parties à l'acte sexuel. Tout d'abord, des restrictions qui sont liées au choix du partenaire. Je ne reviendrai pas sur la nécrophilie et la zoophilie. Vous le savez, le problème, c'est que ce ne sont pas des personnes physiques. Mais il y a également l'interdit moral de l'inceste, qui est fondé sur les articles 161 et 162 du Code civil concernant le mariage et sur l'article 515-2 concernant le PACS. Pareillement, ce n'est pas un interdit que civil, puisqu'il est réprimé par le Code pénal sur le fondement de l'article 222-31-1, qui dispose que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, ou le concubin de l'un d'entre eux. Ensuite, ça induit effectivement l'interdiction d'établir une double filiation en cas d'inceste. Cela va de soi. Et on a également l'interdit pénal de la pédophilie. Alors là-dessus, il y a un petit peu d'actualité juridique, puisque la loi de la protection de l'enfance du 14 mars 2016 est venue supprimer la condition d'autorité pour les abus sexuels commis par le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce. Et elle a étendu la qualification d'inceste aux actes qui sont commis par le tuteur ou l'ancien conjoint. Alors, que se passe-t-il pour les délinquants, les infracteurs sexuels pédophiles ? Eh bien, ils sont inscrits à un fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Je vous précise à toutes fins utiles que la non-dénonciation de violences sexuelles sur mineurs expose toute personne qui en a connaissance à des poursuites pénales. En termes chiffrés, il faut savoir que l'OMS, en 2014, recensait qu'une femme sur 5 et un homme sur 13 déclaraient avoir subi des violences. Et il faut savoir que 75% des violences sexuelles sur mineurs ont lieu dans un cadre familial, en tout cas en France. En revanche, rien n'est dit concernant les rapports sexuels entre les personnes mineures. On sait qu'un adulte n'a pas le droit, un adulte de plus de 18 ans, n'a pas le droit d'entretenir des rapports sexuels avec un mineur de 15 ans, puisqu'il serait automatiquement passible de poursuites. Mais rien n'est précisé, en revanche, donc, concernant la sexualité des mineurs. Ensuite, il y a des restrictions qui tiennent au rapport d'autorité entre les partenaires. Donc normalement, un médecin ne peut pas entretenir de rapport sexuel avec un patient. Il faut qu'il cesse d'être son praticien, on va dire ça comme ça. Et également, il y a des problématiques qui sont liées à un lien de subordination. Et évidemment, il n'est pas possible, normalement, le droit pénal, donc depuis la loi du 13 avril 2016, qui a été considérée comme étant constitutionnelle, interdit les rapports tarifés. Et enfin, il y a des restrictions qui sont liées à la condition, ce que j'appellerais la condition des partenaires, c'est-à-dire donc l'interdit de la bigamie. Qu'est-ce que la bigamie ? C'est le fait de contracter mariage avec une personne qui est d'ores et déjà dans les liens du mariage. Donc ça, c'est formellement prohibé. Mais de fait, il se trouve qu'il y a aussi une problématique inhérente à la sexualité des personnes handicapées. Alors, rien n'interdit à une personne handicapée, bien évidemment, d'avoir une vie intime. Toutefois, dans les faits, il y a des handicaps physiques tellement lourds qui rendent impossible dans la pratique la rencontre entre les deux partenaires. Et donc, je vous invite à vous renseigner, puisque je ne pourrai pas y consacrer de plus ample développement, sur la question de la légalisation de l'assistance sexuelle. Alors, en France, un assistant sexuel
seraient poursuivis, bien évidemment. Enfin, les parents, en tout cas, qui recouraient au service d'un assistant sexuel pourraient être poursuivis pour proxénétisme, et la personne handicapée pourrait tomber sous le coup de la loi dont je viens de vous parler. Et enfin, il y a un encadrement de la liberté sexuelle qui va être lié aux maladies sexuellement transmissibles. Non pas que lorsqu'on est atteint d'une MST ou porteur d'une IST, on ne peut plus avoir de vie sexuelle, mais en revanche, si le but est de transmettre à un partenaire sans connaissance de sa part de cet élément une maladie sexuellement transmissible, à ce moment-là, ça tombera sous le coup d'administration de substances nuisibles. J'en ai terminé. Je souhaiterais donc remercier les gens qui ont participé de près ou de loin à la préparation de cette conférence, à savoir Monsieur Lionel Lecomte, qui est donc directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais également Monsieur Christian Jean, qui est le directeur du centre pénitentiaire de Nuntania, Monsieur Daniel Villemot, qui est le directeur du centre de détention de Tatoutou de Papéari, mais également Élise Torabi, substitut du procureur de la République, Magali Vauvan, qui est la personne qui m'a coachée dans le cadre du concours d'éloquence, puisque j'ai pu, grâce à Marina Schneider, participer aux ateliers de préparation. Donc merci à tous et merci de votre attention.